Lorsque les premières images de l'épave du Titanic ont été dévoilées en septembre 1985, le monde entier a retenu son souffle. Les spectateurs restaient figés devant leurs écrans, voyant réapparaître le paquebot après plus de 70 ans. Où le Titanic a-t-il sombré, vous demandez-vous? À environ 600 km des côtes de Terre-Neuve, au Canada. Ce paquebot, jadis proclamé insubmersible, repose à présent dans une obscurité totale, près de 3840 mètres, sous la surface. Oui, telle est la profondeur où gîte le Titanic. Pourtant, malgré cette descente vertigineuse, la proue demeurait étonnamment préservée. Les rambardes subsistaient, les chaînes d'ancre également, et l'on reconnaissait encore les courbes du navire. La poupe, en revanche, fut très peu évoquée dans les nouvelles de l'époque, pour une raison dont on parle rarement aujourd'hui. Il se trouve que ces images avaient une portée bien plus grande que de simples vues saisissantes et étranges. Elles apportaient enfin la démonstration de ce qui s'était véritablement produit lors du naufrage de 1912, au cours duquel plus de 1600 personnes perdirent la vie. Et, avant que vous ne cherchiez combien ont survécu, autant vous le dire tout de suite, 706. Parmi les survivants, certains affirmaient avoir vu le navire se briser en s'enfonçant. D'autres assuraient qu'il avait sombré d'un seul bloc. Et finalement, les enquêteurs adoptèrent cette version. Les rapports officiels conclurent donc que le Titanic avait disparu intact. Pendant 73 ans, ce récit demeura l'histoire officielle, jusqu'à ce que l'on découvre l'épave au fond de l'océan. Lorsque les photographies sous-marines furent publiées, elles le confirmèrent. Le paquebot s'était bel et bien brisé en coulant. Et si nous venons de contempler les images de la proue, cela signifie que la poupe se trouve également dans les parages, n'est-ce pas? Eh bien, en quelque sorte. Nous l'avons localisée, à environ 610 mètres de la proue, reposant sur le fond océanique. Donc oui, elle se trouve bien là. Mais pourquoi personne ne mentionne ce qu'il est advenu de la poupe du Titanic? La raison est majeure. La proue, malgré les dégâts causés par le choc avec le fond, demeure encore identifiable. Beaucoup de ces espaces intérieurs sont étonnamment conservés, et elle repose comme si le navire poursuivait son périple sous les eaux. La poupe, en revanche, est détruite. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un amas tordu d'acier, à peine reconnaissable comme navire. Seules les structures les plus robustes, hélices, moteurs alternatifs et gouvernail, ont conservé leur forme, tandis que le reste se fond progressivement dans le sol marin. Pour comprendre pourquoi elle se trouve dans un état si lamentable, il faut remonter à cette nuit glaciale du 15 avril 1912, celle du naufrage du Titanic. Quelques heures avant la tragédie, le paquebot glissait encore paisiblement sur l'Atlantique Nord. La poupe vibrait de vie, familles en discussion, musique, activités du quotidien. C'était là que se situèrent les cabines des détenteurs de billets les moins chers, raison pour laquelle les passagers de 3e classe étaient aussi appelés passagers de l'entrepont. Mais la poupe n'était pas réservée aux voyageurs, elle abritait aussi de nombreux espaces de stockage, cales à cargaison, salles à bagages, cuisine, quartiers de l'équipage et même les espaces techniques. Retenez cette information, elle sera bientôt cruciale. Passons directement au moment où le paquebot percuta l'iceberg. Alors que la proue s'enfonçait, la poupe se souleva lentement hors de l'eau, imposant une tension énorme au centre du navire. Vers 2 heures du matin, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Quelques instants plus tard, le navire se rompit en deux, et la proue disparut sous les flots. La poupe se posa brièvement sur l'eau, avant de se redresser presque verticalement. Elle demeura droite pendant quelques secondes, puis entama son plongeon final. Vers 2h20 du matin, la poupe disparut dans l'Atlantique. Le Titanic avait sombré. Sous l'eau, 2 scénarios totalement distincts se déroulaient. Tout d'abord, la proue se remplissait lentement d'eau et descendait presque en dérivant comme un sous-marin, ce qui lui permit de conserver sa forme et de rester largement intacte. La poupe, en revanche, connut un destin bien différent. Là où le navire s'était brisé, elle fut déchirée sur toute sa largeur. L'eau s'engouffra par cette ouverture à une vitesse prodigieuse, provoquant une inondation soudaine qui précipita la poupe vers le fond bien plus rapidement que la proue. Ce flux de turbulences arracha et dispersa de nombreux débris sur le plancher océanique alentour.
Rappelez-vous ce que nous avons évoqué à propos des espaces internes de la poupe. Ces vastes zones de stockage étaient ouvertes, et nombreuses contenaient des poches d'air. Lorsque la poupe se détacha, ces compartiments emprisonnaient encore de l'air. En tournoyant dans les profondeurs, la pression croissante de l'eau écrasa ces poches une à une. La structure environnante implosa, projetant morceaux de métal, meubles, statues et effets personnels des passagers sur le fond océanique. De nombreux experts estiment que cette immense pression fit s'effondrer cette section au fur et à mesure de sa descente, expliquant pourquoi il en reste si peu à voir aujourd'hui. Vous savez désormais pourquoi la section arrière du Titanic demeure un mystère. On n'en parle guère, simplement parce qu'il n'y reste presque rien à observer. C'est une part de l'histoire du navire trop brisée, trop douloureuse pour être évoquée ouvertement. Le côté du paquebot véritablement perdu. Et désolé de vous apprendre qu'il en sera de même pour l'étrave. Sa présence n'est pas éternelle. La forme emblématique de l'épave se transforme chaque année, et non pour le mieux. La partie avant du Titanic se détériore progressivement, et finira, un jour, par disparaître complètement. Au fond de l'océan, le Titanic subit une pression immense, près de 390 fois supérieure à celle à la surface. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe plus de poches d'air à l'intérieur, donc de grandes implosions ne se reproduiront pas. La mauvaise, en revanche, est que le poids même du navire contribue désormais à le déchirer. Alors que ces 52 000 tonnes d'acier s'enfoncent progressivement dans le sol océanique, elles tordent et arrachent la coque. Les missions submersibles ont déjà relevé de larges fissures parcourant les plaques d'acier, et même les ponts commencent à s'effondrer. Il y a un autre facteur. L'épave peut paraître aujourd'hui fascinante et inquiétante. Mais cette apparence provient d'une épaisse couche de bactéries et de microbes qui la recouvrent. Le problème, c'est qu'ils dévorent lentement le Titanic. La majeure partie de la corrosion qui s'opère sur place est causée par ces bactéries, affaiblissant progressivement l'ensemble de la structure. Les plaques d'acier, les poutres et les supports s'amincissent chaque année. Les scientifiques estiment que le navire perd entre 130 et 200 kg de fer par jour. Même à ce rythme, l'épave ne disparaîtra pas en un jour. Les experts pensent qu'il faudra jusqu'à 420 ans pour qu'elle disparaisse totalement. Jusqu'alors, nous continuerons à observer ce processus triste mais naturel. Des sections du navire se sont désintégrées progressivement depuis la nuit du naufrage. Et beaucoup de choses ont déjà changé depuis le début des photographies sous-marines, comme des parties de rambardes tombées ou le plafond de la salle de bain du capitaine qui s'est effondré. C'est pourquoi de nombreuses expéditions se consacrent désormais à capturer des images et des scans détaillés de l'épave du Titanic, afin d'en préserver la mémoire avant que l'océan ne l'emporte entièrement. C'est notre manière de maintenir vivante cette histoire, alors que le temps et la nature poursuivent leur travail silencieux. Peut-être que ces bactéries voraces pourront faire une pause, laissant le Titanic reposer en paix encore de nombreuses années. Il n'y avait pas de jumelles à bord du tristement célèbre Titanic la nuit où elles étaient le plus nécessaire. Les vigies étaient aveugles, impuissantes et condamnées, et le navire a ainsi sombré corps et biens, c'est bien cela. Pourtant, ce n'est que l'un des nombreux mythes dans un vaste océan de demi-vérités, de rumeurs et de récits dramatiques dans lequel le Titanic continue de naviguer. Des jumelles étaient bien présentes à bord. Le véritable problème était l'accès. Elles étaient enfermées dans une armoire du nid de Pi, la vigie du navire, mais la clé avait disparu. Un membre de l'équipage nommé David Blair, qui devait se trouver à bord du Titanic, fut réaffecté à un autre navire à la dernière minute et il oublia de laisser la clé. Cette fameuse clé, capable de sauver des centaines de vies, se trouvait donc dans sa poche alors que le Titanic sombrait. Mais nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si elle avait été là. Le ciel était dégagé cette nuit-là, mais aucune lune n'éclairait le chemin. Et le vent était tombé, rendant la mer lisse comme un miroir, sans la moindre vague, lesquelles sont habituellement annonciatrices d'icebergs flottants dans les parages. Vient ensuite l'idée selon laquelle le Titanic traversait l'Atlantique pour battre un record de vitesse. Les historiens ne s'accordent pas sur ce point. L'équipage savait qu'il y avait de la glace dans les environs. Cependant, au lieu de ralentir, il poursuivit sa route à près de 22 nœuds. Cela ne représentait que quelques nœuds de moins que sa vitesse maximale.
Mais le Titanic était loin d'être poussé à bout. Plusieurs de ses chaudières n'étaient d'ailleurs même pas entièrement alimentées. À l'époque, il était courant de poursuivre sa route en se fiant aux vigies pour repérer la glace avant que le navire ne la heurte. Ces gigantesques paquebots transatlantiques n'étant pas conçus pour la lenteur, ils devaient arriver exactement à l'heure. Des navires tels que le Titanic étaient en quelque sorte les trains express des océans. Et tout retard aurait été un désastre pour leur réputation. Ainsi, connaissaient-ils les risques, mais ne les jugeaient pas majeurs. Après tout, de nombreux navires avaient de frôler le danger sans graves conséquences. La glace n'était pas perçue comme une menace sérieuse, et les collisions frontales ne suscitaient guère de crainte. Et avez-vous entendu dire que la White Star Line, propriétaire du Titanic, le présentait comme insubmersible? En 1910, elle faisait la promotion de ces deux nouveaux géants des mers, le Titanic et son jumeau, l'Olympique. Les publicités proclamaient en effet que ces navires étaient conçus pour être insubmersibles. Cela signifiait que, sur le papier, leur conception devait les maintenir à flot. Plus tard, la compagnie dut préciser qu'elle n'avait jamais promis que ces navires seraient véritablement insubmersibles. Mais en 1911, avant même que le Titanic ne touche l'eau, les magazines s'étaient déjà emparés de l'idée. Les journalistes le qualifiaient de pratiquement insubmersible, citant ses compartiments étanches, sophistiqués comme preuve. Ainsi, une légende naquit avant même que le navire ne quitte le quai. Après le naufrage, l'un des dirigeants de la White Star Line admit lors de l'enquête officielle qu'à l'annonce de la nouvelle, il n'y crut pas un instant. Il pensait sincèrement que le Titanic ne pouvait pas couler. Toutefois, l'argument de l'insubmersibilité n'était jamais le principal atout commercial. La White Star Line misait sur le luxe, non sur la sécurité. Le Titanic devait donc représenter le fleuron des voyages océaniques, immense, élégant et baigné de confort. Un autre mythe tenace affirme qu'avant même le choc avec l'iceberg, un incendie de charbon faisait rage dans l'une des soutes du Titanic, affaiblissant la coque et la rendant vulnérable. Certains prétendent même que ce feu aurait causé ou accéléré le naufrage. C'est partiellement vrai. Un incendie couvait effectivement dans l'une des soutes à charbon avant même le début du voyage. Dans les navires à vapeur de l'époque, de tels feux étaient monnaie courante et pouvaient couver pendant des jours. Mais il ne s'agissait pas d'un incendie incontrôlable. Les chronologies historiques, journaux de bord et analyses structurelles indiquent qu'un feu de cette intensité en un tel emplacement n'aurait pas pu infliger de dommages structurels fatals. Si tel avait été le cas, le navire aurait pu sombrer avant la collision. Le Titanic resta pourtant à flot plus de 2 heures, révélant que le véritable responsable demeurait l'iceberg. Un autre aspect plausible est que cet incendie aurait pu distraire l'équipage, l'empêchant de gérer correctement l'iceberg. Mais cela ne signifie pas que le feu fut le véritable coupable. En évoquant les véritables responsables, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un iceberg. Mais l'ampleur du désastre qu'il provoqua était bien plus subtile qu'une spectaculaire entaille dans la coque digne d'un film. Il engendra de multiples microfractures dans les rivets, les coutures et les joints métalliques. Chaque fissure était à peine perceptible, mais la navigation du navire permettait à l'eau de s'infiltrer progressivement par ces microfentes sous pression. Elle s'infiltra lentement dans plusieurs compartiments, en remplissant 6 sections étanches. Le Titanic s'enfonça peu à peu, tangua, prit l'eau, chaque compartiment succombant successivement. Son naufrage dura 2 heures, loin de sombrer instantanément. Si l'iceberg avait éventré la coque de manière catastrophique, le navire aurait coulé presque aussitôt, privant les passagers de tout temps de réaction. Malheureusement, tous ne bénéficièrent pas de cette opportunité. Vous vous souvenez probablement de la scène poignante du film Titanic où des passagers de 3e classe tentent de rejoindre les ponts, mais sont retenus dans leur section. Cela n'est que partiellement exact. Certes, des barrières séparaient les classes, mais elles répondaient surtout aux exigences de la législation américaine sur l'immigration. Les passagers de 3e classe se rendant en Amérique en quête d'une nouvelle vie devaient subir des contrôles sanitaires et d'immigration, d'où leur affectation à des ponts distincts. Des canaux leur étaient réservés, même si pas directement dans leur section. Ils devaient donc traverser un réseau de couloirs et d'escaliers pour atteindre le sommet. Beaucoup renoncèrent, ne souhaitant pas abandonner leurs bagages. Finalement, environ un quart des passagers de 3e classe survécut, sans qu'aucun ne fût contraint de rester dans les ponts inférieurs.
Abordons maintenant les faits concernant le Titanic que beaucoup niaient ou négligeaient autrefois, mais qui ont depuis été établis comme véridiques. La majorité des plans que vous avez vus dans les documentaires sur le Titanic omettent un pont caché situé sous la ligne de flottaison, que l'on appelle le double fond. Ce dernier était mécompris de nombreux ingénieurs extérieurs au projet et rarement mentionné. Ce pont secret s'étendait sur presque toute la longueur du navire et comprenait 44 réservoirs étanches distincts, la plupart servant de ballast, d'autres de réserve d'eau douce. Il incluait également des réservoirs latéraux, à bâbord et tribord, permettant de stabiliser le navire. Le double fond servait de véritable organisateur intégré, divisant le Titanic en sections afin de maintenir l'équilibre et de faciliter son contrôle. Sa conception permettait au navire de rester à flot, même si 4 compartiments avant étaient inondés. Hélas, la collision avec l'iceberg ouvrit 6 compartiments, et vous savez pertinemment ce qu'il advint ensuite. Enfin, mon mythe préféré concerne la rupture nette du navire en deux, comme dans une scène d'action hollywoodienne. James Cameron est à blâmer pour cette vision. Nous avons tous été émus aux larmes, mais la réalité était bien plus laide. Pendant de nombreuses années après la tragédie, les survivants divergeaient sur leurs témoignages. Certains affirmaient que le navire avait coulé intact. D'autres jurèrent qu'il s'était brisé. Personne ne crut le second groupe jusqu'à la découverte de l'épave en 1985. On confirma alors que le Titanic s'était bel et bien brisé, mais pas aussi nettement. Le métal se tordit, se déchira et se fragmenta lorsque la poupe se souleva, 2 forces opposées déchirant le navire. Tragiquement, des passagers s'accrochaient encore à l'arrière lorsque celui-ci céda et sombra dans les ténèbres. Le Titanic, réputé insubmersible, n'a pas sombré paisiblement, ce qui a rendu la localisation de son épave d'autant plus ardue. Bien que le célèbre RMS Titanic ait coulé en 1912, il n'a été retrouvé qu'en 1985, au terme d'une mission confidentielle. Au début du XXe siècle, on connaissait approximativement l'emplacement du Titanic, mais les moyens technologiques de l'époque ne permettaient pas de l'identifier avec précision. Alors qu'il sombrait, le navire a émis plusieurs signaux de détresse CQD à destination du Carpathia, un navire voisin. « Venez immédiatement !» Nous avons heurté un iceberg. À toutes les stations, CQD a compté parmi les dernières transmissions envoyées via la radio Marconi du navire. Ces messages en morse ont également rendu possible les premières missions de recherche de l'épave. Le RMS Carpathia a secouru les passagers rassemblés dans les canaux de sauvetage. Mais l'opinion publique, fascinée par le drame, souhaitait ardemment découvrir ce qu'il était advenu du paquebot. L'appel de détresse a été lancé 2 heures avant que le Titanic ne disparaisse entièrement. Un peu plus d'une demi-heure après le départ du dernier canot, la proue était entièrement engloutie, tandis que la poupe s'élevait verticalement et que la structure centrale du navire se disloquait sous la pression. La proue s'est écrasée violemment contre le fond océanique, y laissant des traces encore visibles aujourd'hui. Contrairement à l'image véhiculée par le film de James Cameron, elle ne s'est pas enfoncée doucement sous les flots. C'est pourquoi les chercheurs continuent de découvrir des ustensiles de cuisine et des chaussures disséminées sur les fonds marins. Les familles des passagers les plus fortunés, comme les Astor et les Guggenheim, envisageaient de financer une expédition pour ramener l'épave à la surface. Cependant, elle se heurtait à un obstacle majeur, l'absence totale de technologie permettant même d'identifier précisément l'emplacement du navire. En 1953 eut lieu la première tentative sérieuse de localisation de l'épave du Titanic. Un certain Risdon Beasley essaya d'employer un bruyant dispositif à explosion pour repérer le navire. L'idée peut sembler étrange, mais elle reposait sur des principes scientifiques. Lors de la détonation de la dynamite, les ondes générées atteignaient le fond de l'océan. Grâce au sonar, les chercheurs espéraient détecter la présence d'un obstacle solide. Cependant, cette méthode ne permit pas à Beasley d'obtenir le moindre résultat. Il fallut attendre encore 20 ans avant que l'océanographe Robert Ballard ne tente à son tour de retrouver le Titanic. Il eut un peu plus de succès que Beasley, car, entre-temps, les financements consacrés aux technologies sous-marines s'étaient accrus, améliorant ainsi considérablement leur efficacité. Sa première tentative remonte à 1977. Il s'associa alors à l'Institut océanographique de Woods Hole dans le cadre d'une mission de cartographie des fonds marins. Si l'Institut l'avait recruté pour tester leur nouvelle technologie, Ballard avait en réalité un objectif plus ambitieux, retrouver l'épave du Titanic.
Au cœur de ce navire, à la pointe de la technologie, se trouvait une ouverture permettant de déployer un long conduit jusqu'au-dessus du plancher océanique. Ballard y fixa un dispositif équipé de sonars et de caméras, espérant ainsi obtenir des images du site recherché. Persuadés d'être sur le point de faire une découverte majeure, ils prirent la mer afin d'effectuer des essais. Mais lors d'un test, un incident compromit la mission. Le tuyau de forage se brisa, précipitant dans les profondeurs marines tout leur coûteux matériel, à l'image du Titanic. Après cet échec, un autre protagoniste fit son apparition. Jack Grimm, un magnate du pétrole au tempérament fantasque. Grimm s'était fait un nom en lançant des expéditions à la recherche de l'arche de Noé, du monstre du Loch Ness et de Bigfoot. Il s'était également investi dans la démonstration de la théorie de la Terre creuse, selon laquelle l'intérieur de notre planète serait totalement vide et abriterait des cités et des nations souterraines. Dans ce cadre, il tenta de localiser une immense ouverture au pôle Nord, afin d'accéder à ce monde hypothétique. Après l'échec de cette entreprise, il tourna son attention vers un autre mythe fascinant, l'épave du Titanic. S'il disposait de ressources financières, il manquait cruellement de compétences. En tant que milliardaire, il fit un don conséquent à l'université de Columbia et exigea, en contrepartie, l'accès à leurs équipements. Pour mener à bien son projet, il s'entoura d'une équipe de scientifiques chargés d'exploiter ces technologies. C'est alors que l'histoire prend un tournant singulier. Jack Grimm, fervent adepte des croyances populaires et des méthodes peu orthodoxes, embarqua un singe à bord de son navire, provoquant la stupéfaction des chercheurs. Ce primate, baptisé Titan, était censé désigner sur une carte l'emplacement exact d'objets perdus, en l'occurrence le Titanic. L'équipe scientifique, scandalisée par cette initiative, posa un ultimatum à Grimm. Soit eux, soit le singe. L'expédition quitta finalement la Floride, sans Titan. Il n'était plus question de singerie. L'équipage mit le cap sur les coordonnées exactes du dernier signal de détresse du Titanic. Une fois sur place, ils scrutèrent minutieusement chaque parcelle du fond océanique, en vain. Face à cet échec, une hypothèse de taille vit le jour. Le capitaine du Titanic aurait communiqué les mauvaises coordonnées. Cette idée n'était pas si farfelue, sachant que les canaux de sauvetage avaient été retrouvés bien loin du dernier signal de détresse. Une erreur plausible peut être due à un oubli du changement de fuseau horaire pendant la traversée. Sous une pression aussi extrême, une telle confusion restait compréhensible, n'est-ce pas? La première expédition de Grimm dura 3 semaines, mais elle se solda par un échec total. Afin d'optimiser leurs recherches, ils mirent en place une technique rigoureuse baptisée « tondre la pelouse ». Une méthode systématique consistant à quadriller une zone étendue autour des dernières coordonnées connues du Titanic. 2 facteurs ont expliqué cet échec, des défaillances importantes du matériel et des conditions météorologiques exécrables. C'est alors qu'un autre chercheur du Titanic fit son retour sur le devant de la scène, Robert Ballard. Il n'avait pas les millions de Jack Grimm, mais il possédait un atout majeur. Ce géologue marin collaborait étroitement avec la marine américaine pour localiser 2 sous-marins nucléaires disparus dans les années 60. Ballard lui-même affirmait mener une double vie, celle d'un chercheur et celle d'un officier du renseignement naval. L'accord qu'il obtint était clair. Une fois les sous-marins retrouvés, il aurait carte blanche pour chercher l'épave du Titanic. Pour localiser le Thresher et le Scorpion, il s'appuya sur un véhicule sous-marin sans pilote baptisé Argo. Ce dispositif, comparable à une petite luge, était relié par un long câble à un navire de surface et contrôlé depuis celui-ci. Grâce à ses sonars et ses caméras fournissant des images en temps réel du fond océanique, Argo représentait une avancée technologique significative par rapport aux précédentes méthodes de recherche. Après mûre réflexion, Ballard eut une révélation. Il supposa que l'impact du naufrage avait nécessairement laissé derrière lui une traînée de débris, une sorte de piste menant droit au Titanic. Jusqu'alors, la plupart des expéditions avaient cherché à localiser directement le navire, une tâche comparable à retrouver une aiguille dans une botte de foin. C'est là qu'on connaît le Titanic par des histoires, et aussi par un film. Maintenant, nous en avons même un scan grandeur nature. Et non, il ne s'agit pas d'un de ces anciens modèles qui nous faisaient nous demander à quoi le navire ressemblait vraiment. Cette fois-ci, nous en avons obtenu un VRI scan numérique. Une équipe d'experts a cartographié les fonds marins autour du Titanic.
ainsi que le navire lui-même. Nous avons donc obtenu une image en 3D de l'ensemble. C'est comme si on plongeait à des profondeurs incroyables pour voir l'épave sans l'eau tout autour. L'histoire de l'épave a commencé en 1985, 73 ans après le naufrage du Titanic. L'explorateur Robert Ballard l'a découverte cachée entre 2 sous-marins qui avaient eux aussi sombré dans cette zone. Il était en fait chargé d'une autre mission à l'époque, et n'a donc pas eu le temps d'explorer correctement le navire. Mais pendant ses recherches, il s'est rendu compte de l'influence des courants marins sur les débris d'épave. Il a remarqué que les objets les plus lourds coulaient rapidement et laissaient une traînée de débris derrière eux selon la direction des courants. Fort de ses connaissances, Ballard a émis l'hypothèse que le Titanic s'était brisé en 2 et avait laissé une traînée de débris. Avant qu'il ne découvre l'épave, on croyait que le navire avait coulé en un seul morceau après avoir heurté l'iceberg. Ainsi, on savait maintenant où était le navire et l'aventure pouvait commencer. Ou pas, son exploration fut très difficile. L'épave est énorme et les ténèbres de l'océan ne permettaient pas de le voir en entier. Nous avons donc dû nous contenter de fragments en décomposition et n'avons pu que spéculer sur ce à quoi pouvaient bien ressembler toutes ces parties mises ensemble. Mais à l'été 2022, nous avons enfin eu droit à quelque chose de différent. Une équipe d'experts de Magellan Ltd, une entreprise spécialisée dans la cartographie des profondeurs marines, s'est associée à Atlantic Productions, qui réalisait un documentaire sur le projet. Ils se sont lancés dans une mission visant à composer une image complète du Titanic. Ils ont utilisé des submersibles. Ce sont des véhicules qui vont sous l'eau, contrôlés à distance par une équipe d'explorateurs qualifiés. Ces submersibles ont plongé profondément dans l'océan. Ce n'était pas une tâche facile. Ils ont passé plus de 200 heures à collecter des informations sur toute la longueur et la largeur de l'épave. Une véritable chasse au trésor. Mais au lieu de trouver de l'or et des bijoux, ils ont recueilli quelque chose d'encore plus précieux. Plus de 700 000 images du Titanic sous tous les angles possibles. Oui, ils ont pris des photos de chaque petite partie du navire, même les moins intéressantes. Cartographier les parties recouvertes de boue était important car cela permettait de relier entre elles les différentes pièces de l'énorme puzzle. Et ça nous a permis d'obtenir une reconstruction détaillée du navire en 3D. Même si cela fait plus de 100 ans, tu peux encore reconnaître la proue du Titanic, couverte de stalactites de rouille. Au-dessus de la proue se trouve le pont du navire, où un grand trou nous donne un aperçu de l'espace qui accueillait jadis le grand escalier. Une véritable fenêtre sur le glorieux passé du bateau. Sa poupe n'est plus qu'un amas de métal tordu. Lorsque le Titanic a coulé, cette partie s'est effondrée et s'est enfoncée dans les profondeurs. La proue et la poupe se sont retrouvées séparées d'environ 800 mètres. Un vaste champ de débris entoure ce géant immobilisé au fond de la mer. Ces débris sont comme un trésor éparpillé, des décorations en fer forgé provenant du navire, des statues et même des bouteilles de champagne non ouvertes. Il y a aussi des effets personnels qui ont sombré en même temps que le navire. Par exemple, des dizaines et des dizaines de chaussures. Ce n'était pas une mince affaire que de descendre et de prendre toutes ces photos. Cela ne semble pas si difficile à première vue, étant donné que c'est un robot qui a plongé dans ces profondeurs inimaginables, et non pas des personnes. Mais étudier l'océan est difficile. 80% de l'océan n'a pas encore été exploré, cartographié, ni même vu. Les conditions sont extrêmes, et la pression est de plus en plus forte à mesure que l'on descend. Et notre véhicule a dû plonger jusqu'à près de 4000 mètres. C'est comme 12 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. En plus, il y a de forts courants dans cette zone. Alors c'était un peu comme de naviguer dans un labyrinthe aquatique. Et les submersibles n'étaient même pas censés toucher quoi que ce soit. Le moindre faux pas pouvait endommager l'épave déjà très fragile. On a l'impression que le Titanic est figé dans le temps, et qu'il sera toujours là à nous attendre. Mais en réalité, il disparaît lentement. Il est assez évident que l'eau de l'océan l'a abîmé, vu le temps qu'il a passé là-dessous. Mais ce n'est pas tout. L'épave abrite maintenant un type particulier de bactéries qui a même reçu le nom du célèbre navire. Ces bactéries ont une aptitude particulière. Elles peuvent survivre à l'intérieur de formations de rouille connues sous le nom de rosticle. Elles ressemblent un peu à des stalactites, ces pointes de glace qui se forment lorsque l'eau tombe d'une hauteur en gelant. Ces bactéries sont friandes de fer, que l'on trouve en abondance dans la coque du bateau. Un véritable buffet pour ces créatures. Et au fil du temps, ces bactéries continueront à ronger le fer du bateau, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, le festin prenne fin avec la disparition du navire. C'est comme un processus de recyclage lent mais régulier. Ainsi, ce modèle 3D que nous avons obtenu grâce au travail acharné des chercheurs et à la technologie arrive au bon moment. Car nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour explorer l'épave.
Et cela pourrait nous permettre de mieux comprendre la collision entre le Titanic et l'iceberg. Les films nous montrent toujours le Titanic heurtant l'iceberg du côté droit. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Ces images pourraient nous aider à comprendre si le navire s'est réellement planté sur l'iceberg, s'il s'y est accroché. Nous pouvons étudier la poupe et analyser la façon dont le Titanic a heurté le fond marin. Cela nous aidera également à comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le naufrage. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir si c'est vraiment un violent incendie qui a scellé le destin du Titanic. Selon une théorie, un feu aurait fait rage pendant 3 semaines avant que le navire n'effectue son premier et dernier voyage. Cela aurait affaibli sa coque, ce qui signifie que le plus gros du travail était déjà fait. L'iceberg n'aurait fait que lui donner le coup de grâce. Et s'il y a même eu un iceberg, comme certains se le demandent. Selon une autre théorie, le Titanic aurait en fait heurté une masse de glace dérivante au lieu d'un iceberg. La banquise est constituée de grandes plaques de glace qui flottent près de la surface de l'océan et qui peuvent être difficiles à repérer. Ils pensent que cette masse a pu dériver dans l'Atlantique depuis l'océan Arctique. Selon un marin professionnel qui défend cette idée, si le Titanic avait heurté un iceberg ordinaire, le navire aurait coulé beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. Et comme le Titanic a réussi à rester à la surface pendant une période relativement longue, près de 3 heures, il s'agissait peut-être d'un type de collision différent. Il a également dit que les témoignages des personnes présentes étaient parfois contradictoires. Il pense que ces différences seraient dues à des illusions d'optique. Lorsque les gens regardaient l'océan cette nuit-là, la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau, ainsi que les conditions particulières à ce moment, ont pu leur donner l'impression que certains objets étaient plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Ainsi, ils ont peut-être vu autre chose que ce qui était réellement sous leurs yeux. Un iceberg ou autre chose. Des jumelles auraient pu aider les membres de l'équipage à repérer le danger potentiel, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Il semble qu'elles se trouvaient dans une armoire dont personne, apparemment, n'avait la clé. Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912. 2 jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouailles. Si le navire était passé par cette région seulement 2 jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement, et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long, et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une superlune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette superlune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière.
L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement 1 mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée Futility a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic et tous deux coulaient en avril. Et la raison en était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les 2 navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles, et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis, qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. 13 couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à ses domestiques et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en 2 moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en 2 en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé, et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé. Mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème.
quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ 1 heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, le SS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour, car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé 1 minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Et il aura fallu 2 heures. Il y a des chances que vous n'ayez jamais entendu cette histoire à propos du Titanic. Cet immense paquebot de luxe quittait Southampton pour sa toute première traversée vers New York, avec à son bord plus de 2000 passagers et membres d'équipage. Inutile de revenir sur les détails, vous savez déjà comment cela s'est terminé. Mais comme une série de choses ont mal tourné pendant la brève existence du navire, certains se sont demandé s'il s'agissait bien d'un simple concours de malchance. Une force obscure était peut-être à l'œuvre. Pour commencer, à peine sorti du port, le Titanic a failli percuter un autre navire, le SS New York. Comment un tel incident a-t-il pu se produire? En fait, 6 remorqueurs s'échinaient à tirer le Titanic jusqu'au fleuve pour le lancement de son périple. Le capitaine Smith était bien aux commandes, mais entre nous, il aurait sans doute eu besoin de quelques cafés supplémentaires avant de prendre des décisions aussi cruciales. Alors que le Titanic filait à bonne vitesse, sans se soucier de ce qui l'entourait, il a dépassé les navires New York et Oceanic. C'est là qu'il a viré à bâbord, mais le déplacement d'eau provoqué était trop puissant pour le pauvre New York, qui s'est mis à dériver dangereusement en direction du Titanic. L'Oceanic, quant à lui, tanguait si fort que sa passerelle a frappé l'eau comme un seau raté dans une piscine. Heureusement, le capitaine de l'un des remorqueurs n'était pas loin et a réagi à temps. Grâce à son fidèle haut-parleur, il a appelé le Vulcan à se positionner à bâbord du Titanic pour débarquer quelques membres d'équipage. En voyant le New York en difficulté, il n'a pas hésité. Il a jeté une ligne pour freiner sa dérive. Le capitaine du Titanic, lui, devait se gratter la tête, un peu perdu face à la gestion de navires aussi énormes. Il faut dire qu'il n'avait commencé que récemment à naviguer sur des bâtiments de cette envergure. Un sacré coup de chaud, non? Et pourtant, ce n'était qu'un début. Il semblerait que la longue série de malheurs du Titanic ait pu commencer bien plus tôt. Une autre théorie avance que pendant la construction du navire en Irlande du Nord, un incendie s'est déclaré dans les soutes à charbon. Un départ plutôt mouvementé, n'est-ce pas? Si cette hypothèse s'avère juste, cela signifierait que la coque du navire a pu être endommagée par cet incident avant même de quitter le port. Les partisans de cette théorie soutiennent qu'un incendie s'est en effet propagé dans l'une des grandes soutes à charbon du Titanic, endommageant gravement une section importante de la coque. Certains affirment même qu'il existerait des preuves photographiques pour étayer cette idée. Un lot de clichés, pris lors de la construction et de la préparation du navire pour son voyage inaugural, a été retrouvé. Ils montrent une large traînée noire sur la coque du Titanic, traînée étonnamment proche de l'endroit où l'iceberg a frappé par ce froid mois d'avril. Je sais ce que vous vous dites, cette théorie peut paraître invraisemblable. Pourtant, ceux qui la défendent ont passé des décennies à collecter des informations sur le Titanic et sont convaincus de sa véracité. Certains pensent même que l'incendie a commencé bien plus tôt que le jour où le Titanic a pris le large pour sa première traversée, environ 3 semaines auparavant. Alors pourquoi cette information a-t-elle été négligée? Tout simplement par crainte d'une mauvaise presse. Et puis, avec tout le battage médiatique autour de ce fameux navire insubmersible, il était crucial de respecter les délais prévus. Bien entendu, tout le monde n'est pas convaincu par cette nouvelle théorie. Certains estiment qu'il s'agit juste d'une idée farfelue de plus à ajouter à la longue liste des théories sensationnalistes sur le Titanic. Et si l'on vous disait qu'il existe même des rumeurs selon lesquelles une partie d'un sarcophage égyptien antique aurait été transportée à bord, cela pourrait-il avoir un lien avec le terrible destin du navire? Certains y croient fermement. Laissez-nous vous raconter l'histoire de la momie maudite, un récit qui vous glacera le sang. Au XIXe siècle, un ancien vestige égyptien,
Le couvercle du sarcophage d'une momie, pour être précis, a été amené en Europe. Dès son arrivée, des événements étranges ont commencé à se produire. Bien sûr, certaines histoires peuvent avoir été exagérées, mais selon les journalistes, une bonne partie d'entre elles étaient bien réelles. Ces rumeurs ont attiré l'attention d'un auteur britannique qui a passé des mois à enquêter sur le sarcophage et les histoires qu'on lui associait. Il comptait rédiger un article pour démonter ces mythes, mais il s'est vite aperçu que ceux-ci étaient par trop réels. Hélas, il n'a jamais pu achever son travail, car il est mort de manière soudaine. Certains soutenaient que le sarcophage était sous la protection de génies égyptiens et mettaient en garde quiconque tenterait de s'en approcher. L'histoire de cet artefact n'a rien à envier à un récit d'épouvante. Découvert en Égypte, il fut vendu à un certain Mr. Wa lors d'une réception donnée par une célèbre dame anglaise. À son arrivée en Angleterre, il fut offert à la sœur de ce mystérieux acquéreur, laquelle fut rapidement confrontée à des revers financiers et à divers tourments. Quant au photographe qui avait immortalisé l'objet, il affirma avoir vu apparaître, sur son cliché, le visage d'une femme bien vivante. Le sarcophage finit par rejoindre les collections du British Museum, où il demeure encore aujourd'hui. Toutefois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait été embarqué à bord du Titanic et serait responsable du naufrage. Prudence, néanmoins, plusieurs sources affirment que l'objet n'a jamais quitté le musée, et que cette légende aurait été montée de toutes pièces par un journaliste du nom de William Stead. Ce dernier était, en effet, l'un des passagers du Titanic, et il aurait évoqué durant la traversée l'histoire de cette momie prétendument maudite. Était-ce une simple coïncidence ou un étrange présage? Difficile à dire, mais cela ne manque pas de faire réfléchir. L'affaire prend une tournure encore plus singulière. Environ 50 passagers, saisis d'un pressentiment, choisirent de ne pas embarquer sur le Titanic à la dernière minute, acceptant de perdre le prix de leur billet. Leur intuition, bien que difficile à expliquer, paraît rétrospectivement troublante. À cela s'ajoute l'avertissement d'un astrologue irlandais, qui déconseilla formellement ce voyage. On peut douter qu'il ait discerné un iceberg dans les constellations, mais son intervention renforce le mystère qui entoure la tragédie. Un autre détail glaçant concerne les jumelles du navire. Elles étaient enfermées à clé, inaccessibles aux vigies la nuit du drame. Or, cet instrument aurait pu permettre d'apercevoir l'iceberg à temps. La clé se trouvait en possession de David Blair, un officier écarté de l'équipage juste avant le départ, et il semble qu'il l'ait emporté avec lui sans en mesurer l'importance. Ce bête oubli pourrait bien avoir scellé le sort du paquebot. Certains historiens estiment aujourd'hui que l'utilisation de ces jumelles aurait pu permettre de repérer l'obstacle à temps. D'autres, toutefois, jugent que cela n'aurait guère modifié l'issue tragique. Qui peut vraiment le dire? Peut-être la vigie était-elle absorbée par la contemplation du ciel étoilé, négligeant le danger qui se profilait droit devant. Quoi qu'il en soit, laisser des jumelles sous clé à bord d'un navire de cette envergure semble absurde, à l'image d'un estivant omettant d'emporter sa crème solaire. En outre, il semble que le Titanic naviguait à une allure excessivement rapide. Vous vous demandez sûrement pourquoi le capitaine était si pressé. Eh bien, selon certaines sources, le capitaine Smith aurait voulu battre le temps de traverser de l'Olympique, un autre paquebot de la même compagnie. Une sorte de rivalité navale, en somme. Le problème, c'est que malgré les nombreux avertissements signalant des icebergs, le Titanic a continué sa route à pleine vitesse. Honnêtement, on peut s'étonner d'une telle décision. Lorsqu'on sait qu'il y a des dangers sur la trajectoire, ralentir semble relever du simple bon sens, n'est-ce pas? Finalement, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, aux alentours de minuit, le Titanic heurta un iceberg et sombra dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Il ne disposait que de 16 canaux de sauvetage en bois et de 4 pliables, soit bien en deçà de la capacité nécessaire pour accueillir tous les passagers. Ce naufrage, l'un des plus retentissants de l'ère moderne, suscita chez beaucoup une fascination pour l'au-delà. Nombreux furent de ceux qui, dans leur désespoir, se tournèrent vers des médiums afin de recevoir un signe de leurs proches disparus. Mais aucun témoignage crédible ne vient confirmer qu'un contact avec les victimes ait réellement eu lieu. Dans le film Titanic, vous remarquerez l'absence de fumée au-dessus de la 4e cheminée du célèbre paquebot, et ce n'est pas une erreur. En 1911, l'année précédant le départ du célèbre paquebot, les grands navires étaient principalement équipés de 4 cheminées.
Elles étaient nécessaires pour évacuer la chaleur et les fumées générées par leurs énormes chaudières. Le Titanic, véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie, n'avait besoin que de 3 cheminées pour fonctionner efficacement. Ainsi, la 4e a-t-elle été ajoutée pour des raisons purement esthétiques. La White Star Line pensait que le public aurait été déçu de ne voir que 3 conduits sur le plus grand navire de tous les temps. Les vaisseaux jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique possédaient également chacun une fausse cheminée pour la même raison. Cette cheminée factice n'était pas totalement inutile et servait en réalité à la ventilation. Elle permettait d'évacuer les fumées de la salle des machines située dans le pont inférieur ainsi que celle d'un des grands salons de première classe. Un grand conduit de ventilation, au lieu de plusieurs plus petits, permettait de désencombrer les ponts supérieurs, laissant ainsi davantage d'espace libre aux passagers. Lorsque le Titanic a sombré, ses cheminées, pesant chacune 60 tonnes, ont coulé avec le reste du navire. Elles étaient exceptionnellement hautes, afin de garantir que les passagers ne soient pas couverts de suie. Leur taille et leur poids leur ont permis de rester en position verticale, jusqu'à ce que le navire entame sa plongée finale. Plus légères que la proue, ces cheminées se sont dispersées parmi les autres débris. Le matériau relativement léger dont elles étaient faites s'est aplati en touchant le fond de l'océan et les bactéries mangeuses de fer vivant dans les profondeurs ont ensuite contribué à leur décomposition. La proue du Titanic est demeurée intacte lorsqu'elle a touché le fond de l'océan, mais la poupe a été complètement détruite. Lorsque le célèbre paquebot a percuté cet iceberg, la situation a très vite tourné au vinaigre. Il aura fallu 2h40 à cette future star de cinéma pour être entièrement submergée. La collision a d'abord permis à l'eau d'inonder 6 des 16 compartiments étangs. À mesure qu'elle se précipitait à tribord, le navire a commencé à s'incliner vers l'avant et légèrement vers la droite. À minuit, les compartiments endommagés déversèrent de l'eau dans les compartiments adjacents, créant un véritable chaos, car ces compartiments n'étaient étanches qu'horizontalement. Peu après, l'eau s'est mise à s'infiltrer par l'orifice servant à remonter l'ancre, et à 2h du matin, la proue s'enfonçait tandis que les hélices de la poupe étaient soulevées hors de l'eau. Le navire a continué à prendre l'eau jusqu'au moment où la proue a été submergée et où la poupe s'est élevée à presque 45 degrés. Le poids de ces énormes hélices a exercé une pression immense sur la partie médiane du navire. L'acier n'a pas résisté et a fini par céder. Les survivants ont décrit ce bruit assourdissant, semblable à celui de la porcelaine qui se brise, ou d'un échafaudage qui s'effondre. C'était la structure supérieure du Titanic qui cédait. À 2h12 du matin, la proue et la poupe n'étaient plus reliées que par la structure interne de la coque. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant environ 16 000 tonnes, s'est détachée de la poupe. Cette dernière s'est alors redressée brusquement en position quasi verticale avant de commencer à sombrer lentement. À 2h20, elle a complètement disparu sous l'eau. La proue a plongé à près de 20 km/h et a atteint le fond de l'océan près d'une demi-heure avant la poupe. Les 2 sections du Titanic reposent désormais à 610 mètres l'une de l'autre, pointant dans des directions opposées. La proue est restée principalement intacte, simplement recouverte de boue. La poupe, quant à elle, s'est transformée en une épave méconnaissable en raison des implosions subies lors de la descente. L'air emprisonné à l'intérieur de la structure n'a pas pu résister à la pression croissante de l'eau à une telle profondeur. Les fusées de détresse ont joué un rôle crucial dans la tragédie du Titanic. En cas de naufrage, des fusées rouges doivent être lancées pour signaler un problème. Cependant, quelqu'un avait décidé d'équiper le Titanic de fusées blanches au lieu des rouges habituelles. Ainsi, lorsque le navire a heurté l'iceberg, l'équipage a tiré les dites fusées blanches. Le SS Californian, qui se trouvait à proximité, avait été averti de la présence d'icebergs dangereux dans la zone. L'équipage du Californian n'a pas repéré le Titanic en détresse, mais ils ont bien vu les fusées blanches. Leur radio était par ailleurs inutile car l'opérateur du Californian l'avait éteinte. Le capitaine, soupçonnant un problème, a alors envoyé un signal lumineux en morse au Titanic, mais n'a reçu aucune réponse, car le navire avait déjà sombré. Un autre navire, le Samson, naviguait également près du Titanic. Chargé de grandes quantités de viande de phoque, chassée illégalement dans les eaux canadiennes et congelée, il naviguait sans feu pour rester discret. En voyant les fusées blanches du Titanic, l'équipage a cru qu'il s'agissait des gardes-côtes et a rapidement quitté ces eaux. Dépourvu de radio,
le Samson n'a pas pu être informé de la catastrophe en cours et n'a appris la nouvelle qu'en atteignant les côtes islandaises le mois suivant. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la tragédie du Titanic, et l'une des plus récentes suggère qu'un incendie y a joué un rôle. Un journaliste irlandais, Senan Moloney, a joué les détectives pendant des décennies, explorant les mystères du naufrage, et a fait une découverte capitale, un album photo resté caché pendant un siècle entier après la tragédie. Sur les photos prises au chantier naval Harland & Wolff de Belfast, en Irlande du Nord, juste une semaine avant que le paquebot ne prenne la mer, on peut clairement voir une immense tache noire de 9 mètres sur la coque du navire. Moloney a étudié ces photos et les témoignages de l'époque, affirmant qu'un incendie s'était spontanément déclaré à l'intérieur de l'une des énormes soutes à charbon du Titanic. Cet incendie a fait rage pendant 3 semaines entières, affaiblissant gravement un segment crucial de la coque du navire. À cette époque, la plupart des paquebots ne possédaient en somme qu'une seule coque, et c'était la seule protection dont disposait le Titanic. C'est pourquoi l'iceberg a réussi à percer si facilement le flanc du navire. Si ce n'avait été pour l'incendie, le Titanic aurait peut-être résisté à son impact avec l'iceberg. La compagnie qui exploitait le paquebot était d'ailleurs au courant de cette avarie, mais avait choisi de dissimuler cette information pour éviter toute publicité négative, car elle faisait face à une forte concurrence sur les voyages transatlantiques. Le Titanic était complet, ils ont donc fait le plein de charbon et navigué malgré tout. La Lune pourrait également avoir joué un rôle dans le naufrage. Notre satellite exerce une grande influence sur les marées terrestres. Plus il est proche de notre planète, plus les marées sont fortes en raison de l'augmentation de l'attraction lunaire. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers du Groenland. D'énormes morceaux de glace se sont détachés et ont commencé à dériver vers le sud. Cet événement de superlune est survenu juste 6 minutes après une grande marée. Lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, l'alignement de notre satellite, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint son apogée. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil de l'année, ce qui rendait cette gravité encore plus forte. Ce cocktail d'événements a créé des conditions parfaites pour l'une des plus puissantes marées de l'histoire, favorisant la dérive des icebergs détachés des glaciers du Groenland. Les opposants à cette théorie soutiennent que la différence de force de cette marée n'aurait pas été suffisamment significative pour être la cause principale du naufrage. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le 10 avril 1912, des foules se sont rassemblées sur la plage de Southampton pour saluer le départ de ce qui était à l'époque le plus grand et le plus prestigieux navire du monde, le RMS Titanic. Le prix du billet de salon de première classe le plus cher était de 4 350 $, soit environ 70 000 $ en valeur actuelle. Mais à peine 5 jours après son départ, le navire a été englouti par l'océan Atlantique. Alors, revenons en arrière pour voir ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatidique. Le capitaine voulait établir un record de vitesse pour le voyage inaugural du navire et arriver en avance. Le navire était considéré comme insubmersible. Il a foncé à plein régime dans les eaux sombres de l'Arctique. Après avoir repéré l'iceberg, l'équipage a désespérément essayé d'éloigner le navire et d'éviter la collision. Mais le Titanic se déplaçait trop vite et l'iceberg a déchiré le côté du navire, créant une énorme ouverture dans la coque. Ce n'était pas une seule et unique brèche, car les dommages se sont produits à plusieurs endroits. Au total, les dégâts se sont étendus sur une zone de 90 mètres. Mais les concepteurs du navire s'étaient préparés à la perspective d'une collision et avaient ajouté des compartiments étanches de chaque côté du navire pour faire office de zone de protection. 4 de ces compartiments pouvaient être percés et le navire resterait tout de même à flot. Mais comme l'iceberg a déchiré le flanc du Titanic, il a fait des trous dans 6 compartiments. Les compartiments ne s'étendaient pas sur la hauteur totale de tous les ponts et n'étaient pas réellement scellés en haut. C'est pourquoi, lorsque plus de 4 d'entre eux ont été inondés, l'eau a atteint le sommet des cloisons et a rempli les compartiments restants, entraînant le naufrage du navire dans l'océan. Imagine de l'eau qui déborde d'un bac à glaçons. Mais si la collision avait été frontale, aurait-il aussi coulé ? Les navires sont conçus en tenant compte des risques de collision et la plupart des navires sont équipés de cloisons anti-collision à l'avant.
En fait, c'est comme le pare-choc ou la zone de déformation de ta voiture. C'est un élément de sécurité qui peut résister à un choc direct. La proue aurait pu absorber une partie de l'impact. Et certains experts ont estimé qu'en cas de choc frontal, seuls 2 à 4 des compartiments étanches auraient été inondés. En théorie, le Titanic n'aurait donc pas coulé et aurait même pu continuer à naviguer vers sa destination finale à une vitesse beaucoup plus lente. En revanche, la force de l'impact aurait été énorme. Mais bien que les passagers auraient été blessés par le choc, ils auraient pu rester sur le navire pour attendre d'être secourus par d'autres navires plutôt que d'être forcés à plonger dans les eaux glacées de l'Atlantique. Toutefois, l'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a suggéré que la force de l'impact n'était peut-être pas si importante. Il a déclaré à la commission d'enquête britannique que beaucoup de gens ont à peine ressenti la collision, et il a estimé que le navire n'aurait pas coulé s'il avait heurté l'iceberg de plein fouet. Le navire a également été conçu avec des portes étanches contrôlées à distance entre tous les compartiments, de sorte que toute inondation aurait pu être rapidement contenue. Étant donné que le Titanic présentait 6 brèches à la suite de la collision latérale, et que celle-ci s'est produite si rapidement, la fermeture des portes n'aurait rien changé puisqu'il était pratiquement impossible de le sauver à ce stade. Le vaisseau a immédiatement commencé à s'inonder. L'eau se déversait à un rythme d'environ 7 tonnes par seconde, 15 fois plus vite qu'elle ne pouvait être pompée. Si l'on peut imaginer que le Titanic aurait survécu si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, cette idée soulève aussi quelques problèmes. Tout d'abord, les parois de collision ont été conçues pour survivre à un crash avec un autre navire, pas avec un iceberg géant. Si 2 navires entraient en collision, ils absorberaient une partie de l'impact dans leur cloison, partageant ainsi l'impact et restant probablement à flot. Mais un iceberg est statique, ce qui signifie que le Titanic a dû absorber la majeure partie de l'énergie de la collision. Si le Titanic avait été frappé la tête en premier, à cause de la vitesse à laquelle il se déplaçait, l'impact aurait probablement traversé tout le corps du navire. Imagine un navire de 46 000 tonnes qui se déplace à environ 20 nœuds, 37 km/h. À un moment donné, il heurte un iceberg qui peut peser plus de 100 000 tonnes. Cette collision créerait très probablement une puissante force qui endommagerait considérablement le navire. Il est possible que les jointures se déchirent, que les escaliers s'effondrent et que les rivets éclatent dans tout le navire. Tout cela pourrait potentiellement inonder encore plus de compartiments. Cela pourrait faire couler le Titanic en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Comme nous le savons tous, la plus grande partie est cachée sous l'eau. Donc, si le Titanic avait navigué de face, il est probable qu'il aurait d'abord heurté la partie de l'iceberg située sous l'eau, ce qui l'aurait fait dévier de sa trajectoire. Frapper un iceberg n'est pas comme frapper un mur de briques. Dans ce cas, la glace sous l'eau aurait déchiré le fond du navire et causé des dommages aux côtés. Les icebergs ne sont pas non plus des objets plats et solides. S'il s'agissait d'une simple collision, le navire aurait pu rester à flot, mais les icebergs ont des formes et des tailles très diverses, qui vont des dômes à des formes de pics. Des études ont également été menées sur l'acier utilisé pour fabriquer le Titanic. Et les tests montrent que le métal était environ 10 fois plus fragile que l'acier que nous utilisons de nos jours. Le navire a été construit avant que nous comprenions les effets des basses températures sur l'acier. Le vieil acier utilisé pour fabriquer le navire ne se pliait pas face aux températures glaciales, mais se cassait. Les morceaux récupérés des plaques de la coque du Titanic montrent que la coque s'est simplement brisée lors de l'impact. Un choc frontal provoquerait également un arrêt très violent et brutal, de sorte que même si le navire n'avait pas coulé, il aurait quand même eu des problèmes majeurs. Imagine un moment où tu freines brusquement ta voiture ou lorsqu'un bus pile alors que tu es en train de marcher dans l'allée et que tu es projeté en avant. Les passagers auraient eux aussi été projetés à travers le navire et, comme le choc a eu lieu la nuit, la plupart des gens dormaient et n'auraient pas pu se préparer correctement à un impact quelconque. Cela aurait entraîné des blessures à la plupart des personnes à bord. Les conséquences auraient été particulièrement graves pour les personnes situées à l'avant du navire, où se trouvaient les logements des pompiers, des graisseurs et des mécaniciens en congé. Mais même si les passagers et les membres de l'équipage hors service avaient été jetés hors du lit, il y aurait eu beaucoup plus de survivants que dans le scénario original. De nombreux navires ont subi des collisions frontales et sont parvenus à regagner la côte.
peu de gens savent que le Titanic avait en réalité 2 navires jumeaux. La White Star Line, la compagnie qui a construit le Titanic, a également construit des navires appelés Britannic et Olympic. Commandé par Edward J. Smith, qui allait plus tard diriger le Titanic, l'Olympic est parti pour son voyage inaugural en juin 1911. Mais, comme pour son navire jumeau, le désastre était à venir. Lors de son 5e voyage commercial, l'Olympic est entré en collision avec un navire de la Marine royale, le HMS Hawke. Alors que l'Olympic était endommagé sur le côté, le Hawke a souffert d'un impact de face et de plein fouet. La proue du Hawke a été complètement écrasée par la collision. Mais comme le navire avait des compartiments étanches, il a réussi à survivre au choc et est retourné à terre en toute sécurité pour être réparé. Une autre étude de cas est celle du SS Andrea Doria, un paquebot italien qui a fait la une des journaux en 1956. Comme le Titanic, l'Andrea Doria se dirigeait vers New York pour son 101e. Tout le monde connaît l'histoire du Titanic, mais peu de gens savent que le Titanic avait 2 navires jumeaux et que la nuit de son naufrage, l'un d'eux se précipitait pour apporter son aide, mais n'est pas arrivé à temps. La malchance semble avoir suivi le trio de navires, mais chacun d'entre eux a connu des moments glorieux qui restent gravés dans l'esprit de ceux qui ont navigué à leur bord. Continue de regarder pour découvrir une histoire d'émerveillement, d'ingéniosité et de malchance. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Tu sais comment l'iceberg a heurté le Titanic, comment l'orchestre a joué jusqu'à la fin et comment toute la tragédie s'est déroulée. Mais avant que cela n'arrive, il aurait semblé impossible qu'un tel paquebot connaisse la fin qu'il a vécue. Rien de tout cela n'aurait pu être prévu par la White Star Line, la compagnie qui a construit le Titanic. Elle avait de grands espoirs quant à ce que le paquebot insubmersible et ses navires jumeaux, le Britannic et l'Olympic, allaient accomplir. L'Olympic est le premier du trio à avoir pris la mer le 11 juin 1911, en direction de New York. La taille de l'Olympic a impressionné les foules. Son voyage inaugural s'est déroulé sans incident et une foule de 8000 personnes à New York ont eu la chance de découvrir les luxueux aménagements du navire lorsqu'il était stationné sur le quai. On attendait beaucoup de cet énorme navire, mais à peine 2 mois plus tard, l'Olympic est entré en collision avec le HMS Hawke. C'est le Hawke qui a été le plus touché, sa proue ayant été réduite en bouillie. Après l'accident, l'Olympic est retourné tant bien que mal à Belfast, où le Titanic était encore en construction. Sur le quai, on pouvait voir les 2 énormes paquebots côte à côte, car des pièces du Titanic étaient utilisées pour remettre l'Olympic en état. Un spectacle unique. Le 14 avril 1912, le Titanic a heurté un iceberg. Et dans les minutes qui ont suivi, l'équipage a demandé de l'aide par radio au navire voisin. Cette nuit, l'Olympic revenait de New York lorsqu'il a reçu le signal de détresse. Le navire a fait demi-tour et s'est élancé à toute vitesse vers le Titanic, mais il était trop loin et il lui a fallu attendre la nuit suivante pour arriver à bon port. Aux premières heures du 15 avril 1912, l'équipage de l'Olympic s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à temps et a stoppé sa course. Les survivants du Titanic ont finalement été secourus par le Carpathia. Après le naufrage du Titanic, l'Olympic a été équipé de canaux de sauvetage pour l'ensemble de l'équipage et des passagers. Le nombre de canaux de sauvetage est passé de 20 à 64. Des modifications importantes ont également été apportées aux cloisons étanches et une double coque supplémentaire a été installée. Ils ont compris qu'une double coque aurait empêché le Titanic de couler. Pendant plusieurs années, l'Olympic a participé à l'effort de guerre contre l'Allemagne. Au cours de ces années, il a transporté plus de 200 000 passagers, dont des milliers d'Américains fuyant l'Europe et des troupes de combattants pendant la Première Guerre mondiale. L'un des moments les plus marquants pour ce navire a été lorsqu'il est entré en collision avec un sous-marin allemand qui a coulé. On a découvert que le sous-marin s'apprêtait à lancer une torpille sur l'Olympic avant que celui-ci ne l'éperonne. L'Olympic a fini par sillonner les mers pendant 3 décennies, ce qui lui a valu le surnom de Vieux Fidèle, et ce, malgré quelques mésaventures antérieures. Il a ensuite aidé les survivants du HMS Audacious lors de son naufrage et a fait ce qu'il n'avait pas pu faire pour son jumeau, le Titanic. La malchance a fini par rattraper l'Olympic. Le navire s'est écrasé sur le bateau phare de Nantucket, ce qui marque le début de la fin. Battu, après des années de service, l'Olympic a été démoli et mis au rebut. Le Vieux Fidèle a connu de nombreuses années de service et des milliers de passagers. Mais le voyage du Britannic a été de courte durée. Lorsque le Titanic a coulé, la White Star Line s'est retrouvée confrontée à un problème, car elle avait déjà un autre énorme navire en chantier. La White Star Line a commencé la construction du HMHS Britannic le 30 novembre 1911, environ 4 mois avant le naufrage du Titanic.
Bien que le Britannique soit le plus jeune du trio de navires, puisqu'il a été construit en dernier, c'était aussi le plus grand. La White Star Line avait l'intention de l'appeler Gigantic, mais après le désastre du Titanic, ils ont changé le nom en Britannique, car ils considéraient qu'il s'agissait d'un nom porte-bonheur. Après le naufrage du Titanic, la compagnie a fait l'objet d'une enquête rigoureuse et de nombreux changements ont été apportés à la conception du Britannique. Le paquebot ressemblait beaucoup au Titanic, et il était équipé de ce qui était à l'époque la plus grande turbine marine du monde, capable d'atteindre des vitesses plus élevées que celles de l'Olympique. Le destin du Titanic étant encore frais dans les mémoires, tout a été donc remis en œuvre pour assurer la sécurité de ce nouveau navire. Le Britannic a finalement été lancé le 26 février 1914, près de 2 ans après le naufrage du Titanic. Après le désastre du Titanic, la White Star Line a voulu racheter son nom. Et le Britannic offrait cette opportunité et était en passe de devenir un navire à succès. Il a transporté des passagers pendant plus d'1 an et demi avant que le gouvernement britannique ne le réquisitionne et ne le transforme en navire hôpital, au début de la Première Guerre mondiale. Il a été peint tout en blanc, avec d'énormes croix rouges sur ses flancs, pour indiquer qu'il s'agissait d'un navire hôpital. L'un des chirurgiens du navire, le docteur J.C.H. Beaumont, le considérait comme le plus merveilleux navire hôpital qui ait jamais navigué sur les mers. Il pouvait traiter jusqu'à 3309 patients en même temps. C'est ainsi que le Britannic est devenu le His Majesty's Hospital Ship, ou HMHS britannique. Bien que la vue de ce magnifique navire ait dû faire sourire 1 ou 2 soldats blessés, le Britannic n'a pas fonctionné longtemps. 1 an seulement après sa transformation en navire hôpital, le Britannic se dirigeait vers la mer Égée pour récupérer des soldats blessés, lorsqu'il fut secoué par une forte explosion. Les passagers n'ont pas compris ce qui s'était passé, mais ils se sont dirigés vers le pont pour débarquer. On ne sait pas exactement ce qui a touché le Britannic, mais le consensus général est qu'il a été touché par une mine laissée par un sous-marin allemand, bien que certains croient encore qu'il ait été atteint par une torpille. Le capitaine a essayé de déplacer le navire vers une plage proche, mais le paquebot a rapidement coulé. En désespoir de cause, contre les ordres du capitaine, plusieurs membres de l'équipage ont mis à l'eau des canots de sauvetage et ont débarqué. Mais comme le navire était en mouvement et que les hélices fonctionnaient, les canots de sauvetage ont été aspirés et détruits par les hélices. Malgré tous les efforts déployés pour que le Britannic soit plus sûr que le Titanic, l'explosion qui s'est produite a laissé le Britannic dans le même état que le Titanic en seulement 10 minutes. Par un cruel coup du sort, il a également sombré dans l'océan. Contrairement à l'énorme bilan du Titanic, 30 personnes seulement ont péri dans le naufrage du Britannic, et plus de 1000 ont survécu. Le nombre de survivants est dû au fait que l'accident s'est produit le matin, lorsque la température de l'eau était plus élevée et que l'île grecque de Kea était proche pour offrir de l'aide. En fin de compte, le Britannic n'a navigué sur les mers que pendant 2 ans et demi. La malchance qui a suivi le Titanic et le Britannic, ainsi que les accidents et la disparition de l'Olympique, sont remarquables. Mais le plus impressionnant est qu'une femme a navigué sur les 3 navires, et qu'elle a survécu. Violette Jessop était membre de l'équipage et infirmière à bord des navires. Elle était là lorsque l'Olympique est entré en collision avec le HMS Hawk en 1911 et a débarqué saine et sauve. 2 ans plus tard, elle a échappé au naufrage du Titanic dans le canot de sauvetage numéro 16 et a montré à certaines femmes qu'elles pouvaient monter en toute sécurité dans les canots de sauvetage. On pourrait imaginer que cela suffise à l'empêcher de remonter à bord d'un bateau, mais ce n'est pas le cas pour elle. Quelques années plus tard, elle a servi comme infirmière sur le Britannic, alors qu'il était utilisé comme navire hôpital. Lors de l'explosion, Violette a sauté par-dessus bord, a été entraînée par l'eau et s'est cognée la tête sur la quille, mais a survécu. Peux-tu imaginer ce qu'elle a vécu? Elle devait avoir des nerfs d'acier. Dans l'ensemble, le trio de navires a connu des voyages de triomphe et de tragédie. La malchance les a peut-être poursuivis, mais tous les survivants ont laissé derrière eux des histoires incroyables à raconter. Alors dis-nous, amis de sympa, aurais-tu aimé voir l'un de ces navires dans la réalité? Dis-le nous dans la section des commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa. Je ne te lâcherai jamais, Jack, je ne te lâcherai jamais, dit Rose. Et puis elle lâche prise et la salle entière fond en larmes. Voilà ce qui s'est passé lors de la sortie du film Titanic en 1997. Eh oui, il est vraiment difficile de ne pas pleurer, même quand on regarde cette scène pour la 10e, 20e ou 50e fois près de 30 ans plus tard. Mais cette belle histoire d'amour a-t-elle vraiment eu lieu dans la vraie vie, ou James Cameron l'a-t-il inventée de toutes pièces? Je ne veux pas te décevoir, mais Jack et Rose ne sont jamais tombés amoureux à bord du vrai Titanic. Il y a bien eu un G. Dawson sur le luxueux paquebot, mais il s'agissait d'un membre de l'équipage et son prénom était Joseph. Et c'est l'artiste américaine Beatrice Wood qui a inspiré Cameron pour le personnage de Rose.
Il lisait sa biographie au moment d'écrire la première version du scénario et décidait d'intégrer son amour de l'art et son histoire familiale dans son film. Cela ne veut pas dire que le film est inexact sur le plan historique. Le navire insubmersible est parti de Southampton, en Angleterre, à destination de New York, et se trouvait à 644 km au sud de Terre-Neuve le 14 avril, lorsque les membres de l'équipage ont aperçu l'iceberg. Le contact avec celui-ci a duré 37 secondes, exactement aussi longtemps que dans la scène correspondante du film. Tu te souviens de ce gars, Thomas Andrews, qui se promène avec un carnet et un crayon? C'est lui qui avait conçu le navire. Andrews était un homme très doué. Il avait travaillé sur de nombreux projets avant le Titanic. Il voyageait souvent sur les navires qu'il avait conçus lors de leur voyage inaugural afin de s'assurer que tout allait bien. Il a embarqué sur le Titanic en tant que passager de première classe et a pris des notes tout au long de la traversée. Après la tragique collision, des témoins ont vu Andrews inspecter les parties inondées du navire avec le capitaine Smith. Il prédisait que le Titanic coulerait en 2 heures environ. Un des stewards affirme l'avoir vu quelques instants avant le naufrage. Il avait choisi de ne pas quitter le bateau et ne portait pas de gilet de sauvetage. Personne ne l'a jamais revu. Un autre passage mémorable du film est celui où un garçon joue à la toupie sur l'un des ponts. Il s'agit d'une reproduction fidèle d'une photo prise à bord du Titanic le 11 avril 1912. Les personnes photographiées sont des passagers de première classe. Frederick Speden et son fils Douglas, âgés de 6 ans. Ils rentraient chez eux en Amérique après avoir visité l'Algérie. Lorsque l'évacuation des passagers a commencé, la nounou du garçon lui a dit qu'ils allaient voir les étoiles. On dit qu'il a dormi pendant toute la durée du drame et qu'il s'est réveillé sain et sauf dans un canot de sauvetage le lendemain matin. Son père a également survécu au naufrage. Malheureusement, un accident de voiture a emporté Douglas 3 ans plus tard. L'une des dames les plus charismatiques du Titanic, tant à l'écran que dans la vie, a été surnommée l'insubmersible Molly Brown. Plusieurs témoins ont déclaré l'avoir vu insister auprès des autres passagers sur son canot pour qu'il fasse demi-tour et sauve d'autres vies, tout comme dans la scène si déchirante du film. Lorsque le RMS Carpathia est arrivé, Margaret Brown a aidé à secourir les passagers des classes inférieures et encouragé ses pairs à en faire de même. Une fois en sécurité sur la terre ferme, elle a constitué le comité des survivants. Celui-ci a récompensé le capitaine du Carpathia, mais Margaret fut très contrariée de ne pas être autorisée à témoigner lors des audiences relatives à la catastrophe, simplement parce qu'elle était une femme. Tu ne verras pas de fumée sortir de la 4e cheminée du navire dans le film. Il ne s'agit pas d'une erreur technique. Le Titanic, en effet, ne possédait cette cheminée que pour des raisons esthétiques. Jusqu'en 1911, l'année précédant le départ de l'immense paquebot, tous les grands navires étaient équipés de 4 cheminées. Elles servaient à évacuer la chaleur et les fumées des énormes chaudières. Le Titanic était un joyau d'ingénierie qui n'avait besoin que de 3 cheminées pour fonctionner. La 4e avait donc été ajoutée pour équilibrer l'ensemble. Le public aurait été déçu de ne voir que 3 cheminées sur le plus grand navire de tous les temps. Le film disposait d'un budget impressionnant de 200 millions de dollars, mais ce n'était quand même pas suffisant pour couvrir tous les frais nécessaires. Cameron savait qu'il lui fallait économiser de l'argent. Il n'a donc fait construire que le côté tribord de la réplique du paquebot, c'est-à-dire le côté droit. Il a choisi ce côté pour que les choses soient plus réalistes. Sur le lieu du tournage, le vent soufflait principalement du nord au sud, si bien que les panaches de fumée donnaient l'impression que le paquebot se déplaçait réellement sur l'océan. Mais si tu te souviens de l'une des premières scènes où, au départ de Southampton, les gens font au revoir de la main, tu comprendras pourquoi cela a posé problème à l'équipe de tournage. Le vrai navire était amarré à bâbord. Leur solution fut de retourner les images horizontalement, et tout devint réel. Les lettres et les boutons des costumes furent inversés, et les figurants furent dirigés de manière à ce que tout puisse être modifié en post-production. L'une des scènes que je ne peux pas regarder sans pleurer est celle avec le vieux couple enlacé au moment où le Titanic sombre. Le couple qui a inspiré cet épisode déchirant a réellement existé. Ils étaient parmi les passagers les plus riches du malheureux navire. Leurs noms étaient Isidore et Ida Strauss, les propriétaires de Macy's. Lorsque la nouvelle de la catastrophe s'est répandue, ils ont enfilé leurs gilets de sauvetage et se sont précipités sur le pont avec les autres. Ida est montée sur un canot de sauvetage, mais Isidore a refusé de la suivre avant que toutes les dames et les enfants ne soient sauvés. Ida n'a pas voulu quitter son mari. Elle est descendue et a donné son manteau de vison à sa femme de chambre, disant qu'elle n'en aurait plus besoin. Isidore a pris Ida dans ses bras, et ils sont restés sur le pont du navire, jusqu'à ce qu'une énorme vague les emporte. La scène du lit n'est donc pas véridique.
James Cameron a plus tard admis l'avoir inventé. Tu te souviens de ce gars qui boit à une flasque à côté des héros du film pendant que le bateau coule? C'était un Anglais, Charles Jouguin. Il était responsable des 11 boulangers et des 2 pâtissiers du navire. Il s'attendait à gagner une véritable fortune et aurait été l'une des personnes les mieux payées si tout s'était bien passé. La nuit de la collision, Jouguin n'était pas en service. Il se reposait dans sa couchette. Il s'est immédiatement réveillé et a demandé à ses employés d'apporter du pain sur les canaux de sauvetage. Il est ensuite retourné dans sa chambre pour boire un verre. De retour sur le pont, il a aidé à secourir d'autres passagers. Et il n'y avait plus de place pour Charles sur le dernier canot. Enfin, lorsque le Titanic a complètement coulé, il a nagé et, au lever du soleil, il a réussi à trouver l'un des canots et a été secouru par le Carpathia. Le contenu de sa flasque a dû l'aider à survivre. L'homme élégant qui décide de rester à bord du Titanic pour toujours est l'homme d'affaires américain Benjamin Guggenheim. Ce nom te dit sans doute quelque chose. Et oui, il appartenait à la célèbre famille. Guggenheim voyageait avec son valet de chambre, sa compagne, une chanteuse française appelée Léontine, sa femme de chambre et leur chauffeur. Ils étaient tous montés à bord du Titanic en France lors de sa brève escale après son départ de Southampton. Lorsque le drame est survenu, Benjamin a aidé les dames à monter dans un canot de sauvetage. Selon des témoins, il leur aurait dit « au revoir et à demain ». Il était sûr que le navire serait rapidement réparé. Après avoir aidé des femmes et des enfants à monter dans les canots, Guggenheim a choisi de ne pas se battre pour une des dernières places. Avec son valet de chambre, il est... C'était soi-disant le navire le plus technologiquement avancé de son époque. On le disait insubmersible. Et quand il a coulé, on en a fait un film. Telles sont les principales raisons pour lesquelles la catastrophe du Titanic est devenue célèbre dans le monde entier. Pourtant, ce n'est pas le seul naufrage de grande ampleur de l'histoire. Et malheureusement, il y a eu des tragédies bien pires que celle du Titanic. L'une d'entre elles s'est produite le 27 avril 1865. Le bateau à vapeur Sultana transportait quotidiennement des passagers et des marchandises entre Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. C'était un assez grand bateau en bois à 3 ponts, mesurant 80 mètres de long sur 20 de large, soit près de 2 fois la taille d'un terrain de basket. Le navire pouvait transporter environ 350 passagers, mais ce jour-là, plus de 2000 personnes se trouvaient à bord. Le 23 avril, alors qu'il effectuait un voyage de routine depuis la Nouvelle-Orléans, il est tombé en panne. Il y avait un problème avec la chaudière, et le navire a donc accosté à Vicksburg pour être réparé. Au port, le capitaine du navire, James Cass Mason, s'est vu offrir une excellente occasion de gagner beaucoup d'argent. Il lui suffisait de transférer un grand groupe d'anciens prisonniers vers le nord. Le capitaine a accepté, mais la réparation de la chaudière prenait beaucoup de temps. Mason, craignant que ses concurrents ne fassent le transfert à sa place, a décidé de reprendre la navigation malgré le mauvais fonctionnement du bateau. Plutôt qu'une réparation complète, il a simplement fait rafistoler les trous dans la chaudière et a fait monter tous les anciens prisonniers à bord. Il y avait donc une chaudière défectueuse, un nombre excessif de passagers, un manque de canaux de sauvetage et des conditions fluviales qui n'étaient pas des plus favorables. De plus, le capitaine a refusé d'envoyer les ex-prisonniers dans la cale, si bien qu'ils se sont retrouvés avec les passagers ordinaires. Il y avait de fortes chances qu'un naufrage se produise, mais le désir cupide de gagner de l'argent était plus fort. Le Sultana a appareillé et a remonté le fleuve pendant 2 jours. C'est à cette époque qu'a commencé l'une des plus grandes crues du Mississippi de l'histoire. Le fleuve a débordé à cause des pluies, le niveau de l'eau s'élevant de plusieurs mètres. Tous les arbres de la rive ont été submergés, et seules les cimes dépassaient encore de la surface de l'eau. Le navire naviguait à l'encontre de ce puissant courant, ce qui faisait trop travailler la chaudière. Le soir du 26 avril, le Sultana est arrivé à Memphis, dans le Tennessee, et on y a chargé encore plus de choses. 120 tonnes de sucre et 200 passagers supplémentaires. Il est devenu incroyablement lourd. Vers minuit, le navire a repris son dangereux voyage. Le capitaine s'est dirigé vers des barges pour charger encore une cargaison de charbon. À 1h du matin, le navire a quitté la dernière barge. À 2h du matin, la chaudière défectueuse, incapable de supporter la charge, a soudainement explosé. Le Sultana se trouvait à 11 km au nord de Memphis. Peu de personnes ont survécu ce jour-là. Le problème, c'est que les passagers qui tentaient d'échapper à l'incendie ont sauté dans un fleuve froid et à fort courant.
La catastrophe du Sultanat est considérée comme le naufrage le plus tragique de l'histoire des États-Unis. Le nombre exact de personnes qui n'ont pas survécu reste inconnu. Selon diverses sources, ce nombre se situerait entre 960 et 1800 personnes. Il n'est pas étonnant que presque personne ne connaisse cette histoire. La tragédie du Titanic a fait beaucoup plus de survivants et tout le monde en a entendu parler. Mais le Sultanat a coulé en même temps qu'un autre événement très médiatisé. 12 jours avant le naufrage, le pays avait perdu Abraham Lincoln. Les gens ne s'étant pas encore remis de cette nouvelle, personne n'a prêté attention à la tragédie du Sultanat. D'autres catastrophes se sont produites très récemment, dont l'une en 2002, impliquant un ferry sénégalais appelé le Jula. Ce ferry naviguait 2 fois par semaine, principalement le long de la côte de Dakar, transportant des passagers qui faisaient du commerce de mangue et d'huile de palme. Il effectuait des voyages quotidiens et n'avait jamais connu de problèmes graves grâce à un équipement de sauvetage moderne et à une maintenance de qualité. Mais un jour, l'équipage du navire a découvert un dysfonctionnement et a renvoyé le bateau au port. Pendant près d'1 an, le Jula est resté à quai, en attente de réparation. Mais il n'a alors pas bénéficié d'un service de qualité. Après un mauvais entretien, le ferry a entamé son dernier voyage. Le 26 septembre 2002, le Jula naviguait entre le sud du Sénégal et Dakar, et à 23h, il s'est dirigé vers la Gambie où une forte tempête s'est déclenchée. Le vent soulevait de hautes vagues, mais cela n'était pas un problème critique pour le grand navire de passagers, à moins que le nombre de personnes à bord ne dépasse la norme établie. Le Jula était censé transporter environ 500 passagers, mais il y avait beaucoup plus de monde ce jour-là. Un trop grand nombre de passagers, de mauvaises réparations et la forte tempête ont causé de graves problèmes au navire. Mais le principal facteur du naufrage est que le Jula n'avait été conçu que pour naviguer dans les eaux côtières. Or, ce jour-là, il s'était éloigné des côtes. De grosses vagues ont commencé à secouer le bateau et à un moment donné, il s'est retourné. Le pont du bateau s'est retrouvé sous l'eau et sa partie inférieure est restée au-dessus de la surface comme un iceberg. Tous les passagers présents dans les cabines sont tombés sur le plafond et ont perdu leur sens de l'orientation. La coque du navire n'était ni trouée ni endommagée et l'eau a envahi les ponts inférieurs pendant un long moment. Le navire est resté dans cette position pendant plusieurs heures. Puis, il a commencé à couler lorsque l'eau s'est infiltrée à travers le pont et la cale. L'océan était chaud, mais personne n'est venu sauver les passagers. Ils ont dû attendre près de 4 jours avant d'être secourus. Malheureusement, seuls quelques-uns ont réussi à survivre. Les Philippines sont une zone très dangereuse pour les navires. Ce pays est composé de plusieurs milliers d'îles et d'une vaste zone d'eau peu profonde. Les navires peuvent s'échouer et endommager leurs coques sur les récifs et les écueils. Le 20 septembre 1987, une des plus terribles catastrophes de l'histoire de la navigation s'y est produite. Un ferry de passagers philippins, le Dona Paz, a quitté l'une des îles et s'est dirigé vers la capitale, Manille. Le soleil brillait, la mer était calme et la visibilité était bonne. Mais pour une raison inconnue, les membres de l'équipage n'ont pas remarqué que le pétrolier Vector s'approchait d'eux. Les 2 navires sont entrés en collision à faible vitesse. La collision n'était pas très forte, mais le problème est que le Vector avait des tonnes de pétrole à bord, et le Dona Paz s'est écrasé sur sa soute où était stocké tout ce carburant. Le pétrole s'est répandu dans l'océan et une étincelle a eu lieu. Non seulement les 2 navires ont pris feu, mais ils se sont aussi remplis d'eau. Ils ont tous 2 coulé en quelques secondes. Seules quelques dizaines de personnes ont survécu à cette catastrophe. Le 27 septembre 1854, le paquebot Arctic a quitté Liverpool pour New York. Le brouillard s'est installé et la visibilité est devenue très mauvaise. Un autre bateau a surgi de l'épaisse brume blanche, le bateau à vapeur français Vesta. Les navires étaient suffisamment proches l'un de l'autre pour que la collision soit inévitable. Le navire français étant plus petit, le capitaine de l'Arctique a eu l'impression que le Vesta avait subi beaucoup plus de dégâts. Et pendant qu'il regardait l'autre navire, son bateau s'est rapidement rempli d'eau. Le capitaine a donné l'ordre de rejoindre le rivage le plus vite possible, mais les moteurs ne fonctionnaient plus à cause de l'inondation. L'équipage a alors commencé à descendre les canots de sauvetage, soi-disant remplis de femmes et d'enfants. Pourtant, lorsque les sauveteurs ont trouvé les canots, il s'est avéré que seules 87 personnes sur 400 avaient survécu.
65 membres d'équipage et 22 passagers. Et étonnamment, il n'y avait que des hommes adultes parmi eux. Le capitaine du navire a survécu en s'accrochant à l'épave. Tous les journaux ont parlé de cette histoire comme d'une des tragédies les plus terribles et les plus honteuses de l'histoire de la navigation. Les survivants ont été critiqués parce qu'ils n'avaient pas sauvé les femmes et les enfants, et les membres de l'équipage ont été accusés d'avoir violé la loi, puisque la sécurité des passagers devrait être supérieure à celle des marins. Malgré cela, aucun d'entre eux n'a été condamné. Malheureusement, des naufrages se produisent encore aujourd'hui, mais il y en a moins qu'avant grâce au système de navigation moderne et au radar. Mais aucune technologie ne peut garantir qu'il n'y aura pas de tempête très forte ou toute autre situation d'urgence que personne ne peut prévoir. À l'époque de sa construction, le Titanic était l'un des paquebots les plus grands et les plus luxueux du monde, avec des aménagements haut de gamme comme un superbe escalier, une piscine et un gymnase. Les gens pensaient qu'il était insubmersible parce qu'il était doté d'équipements de sécurité super avancés. Mais son naufrage tragique lors de son voyage inaugural en 1912 a prouvé que ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est qu'en 1985 que l'épave du Titanic a finalement été retrouvée, grâce à une technologie sonar de pointe. Depuis, des milliers d'objets ont été récupérés du Titanic, et nombre d'entre eux ont été exposés ou vendus aux enchères. Ces éléments, comme des bijoux, un gilet de sauvetage, un menu du restaurant du navire ou même un échantillon de moquette de la cabine de première classe, ont tous fasciné le public et fait connaître l'histoire de nombreuses personnes qui se trouvaient à bord. Des scientifiques ont même tenté d'élaborer des plans pour remettre le Titanic à flot, non pas pour l'exposer, mais pour qu'il soit véritablement bien examiné. Et surtout, pour l'empêcher de s'abîmer toujours plus au fond de l'océan. Certains ont proposé de remplir l'épave de balles de ping-pong pour la faire flotter. D'autres ont même envisagé de lui injecter 180 000 tonnes de vaseline. Une autre solution créative a été proposée, utiliser une griffe ou une pelle géante pour soulever le Titanic. Mais cette solution n'a pas été retenue. Autre idée un peu folle, l'utilisation de 454 000 tonnes d'azote liquide pour le piéger dans un iceberg qui flotterait à la surface. Mais toutes ces stratégies potentielles ont finalement dû être abandonnées, le Titanic étant bien trop fragile pour pouvoir être remonté un jour à la surface. Alors que les bastingages iconiques du Titanic menacent de s'effondrer, des bactéries mangeuses de métal continuent de ronger l'épave du paquebot. Une société d'exploration sous-marine a l'intention de recueillir des données sur la détérioration du navire lors d'expéditions annuelles. Elle espère ainsi en apprendre davantage sur le Titanic, mais aussi sur l'écosystème créé par les naufrages. Le paquebot, vieux de plus de 100 ans, est soumis quotidiennement à des courants marins. Certains experts prédisent que le navire pourrait disparaître dans quelques décennies, en raison des nombreux trous dans sa coque. Le pont sur lequel les passagers se sont entassés lors du naufrage s'est effondré. Le gymnase, situé près de l'escalier d'honneur, s'est écroulé lui aussi. Et une expédition menée en 2019 a constaté que la baignoire du capitaine, qui était devenue visible après l'effondrement du mur extérieur de la cabine, n'existait tout simplement plus. Ces expéditions annuelles servent aussi à recueillir des données sur les créatures qui peuplent le site, notamment les crabes et les coraux. Étonnamment, de nombreuses espèces n'ont été observées que sur l'épave du Titanic. Et les scientifiques sont donc curieux d'en savoir plus sur elles. La plus célèbre de ces créatures est l'Alomonas titanicae. Il s'agit d'une bactérie qui a été découverte sur l'épave du Titanic. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est capable de se développer dans des environnements extrêmement salés. Elle est par ailleurs résistante à plusieurs antibiotiques, contrairement à d'autres types de bactéries. C'est probablement à cause de cette super bactérie que la détérioration de la coque en fer du navire s'est produite si rapidement. L'expédition examine également le champ de débris et les objets qui s'y trouvent. Sur le site, on trouve encore des traces de petits objets personnels comme des vêtements et des bagages. L'une des histoires les plus fascinantes concernant les objets du Titanic est celle des chaussures des passagers. La plupart des objets du Titanic perdus en mer se sont détériorés ou ont complètement disparu. Mais pas les chaussures. Elles semblent avoir résisté aux conditions difficiles. En effet, le cuir de la plupart des chaussures est parfaitement conservé. C'est probablement dû au tanin, une substance utilisée dans le processus de préservation du cuir. Cette substance aide les chaussures à résister aux bactéries nocives présentes sous l'eau. Si toutes ces informations t'intéressent, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi.
tu pourrais peut-être participer toi aussi à des explorations. Pour visiter en personne le Titanic, il faut s'y prendre à l'avance et poser sa candidature comme spécialiste de mission auprès d'OceanGate, la société responsable des expéditions. Évidemment, cette expérience a un prix élevé, 250 000 $. Cependant, cette aventure unique est très demandée en raison de son caractère exclusif. Si tu as les moyens de t'offrir cette mission d'exploration, tu auras la chance de collaborer avec des spécialistes renommés de la biologie marine, de l'océanographie, du Titanic, de l'ADN et des grands fonds marins. L'hébergement et les repas sur le navire de soutien à la plongée sont inclus dans le prix, de même que la formation et l'encadrement par des spécialistes avant et pendant la mission. Enfin, il est inutile d'apporter son propre matériel, car l'équipement de l'expédition est lui aussi inclus. Certes, les navires ont évolué et se sont modernisés au fil des ans, et nous disposons aujourd'hui d'une technologie bien supérieure à celle du Titanic. Mais ce navire reste une pièce historique extraordinaire, en raison de ses nombreuses caractéristiques exceptionnelles. Par exemple, le sifflet du Titanic était suffisamment puissant pour être entendu à plus de 18 km de distance. Ou encore le fait que la coque du navire était peinte avec un mélange spécial de plomb rouge et d'huile de lin, censé empêcher la prolifération d'algues et d'autres organismes marins. En revanche, malgré la légende, la 4e cheminée emblématique du navire n'était pas opérationnelle et ne servait qu'à l'aération et à l'esthétique. Un des principaux points faibles du Titanic était évidemment le nombre de canons de sauvetage qu'il contenait. Malgré sa taille et son luxe, le Titanic n'avait que 20 canaux de sauvetage à bord, ce qui ne fut pas suffisant pour sauver tous les passagers et l'équipage lorsqu'il heurta l'iceberg. Le Titanic est sans doute le bateau le plus célèbre à avoir coulé. Mais ce n'est pas le seul. L'histoire de la flotte de Kublai Khan est assez comparable. Il s'agit d'une importante force navale commandée par le souverain mongol Kublai Khan au XIIIe siècle. La flotte devait se rendre au Japon et faire des Mongols les puissants maîtres de la région. Cependant, en 1280, la flotte aurait été surprise par le mauvais temps et aurait été sérieusement endommagée, de nombreux navires ayant été détruits. La légende veut que la flotte ait été détruite par un énorme typhon, connu sous le nom de kamikaze ou vent divin. Cette forte tempête aurait été envoyée par les esprits supérieurs pour protéger le Japon des Mongols. La vérité sur sa disparition reste toujours un mystère à ce jour. Toutefois, l'épave de la flotte, ou des parties de celle-ci, semble avoir été découverte dans les années 1980 par des archéologues asiatiques. Ils ont creusé sur le site et étudié les restes des navires à proximité de la baie d'Imari. L'épave est encore aujourd'hui considérée comme une importante découverte archéologique. En effet, elle nous a appris à quel point les Mongols disposaient à l'époque de navires parfaitement conçus. Une autre histoire tragique est celle du RMS Empress of Ireland. Il s'agit d'un navire de passagers britannique qui a navigué jusqu'en mai 1914. Alors qu'il reliait Québec à Liverpool, le navire a heurté le charbonnier norvégien SS Storstad, dans le brouillard, au large des côtes de Rimouski, au Québec. La collision a provoqué un grand trou dans le flanc de l'Empress of Ireland, et le navire a rapidement commencé à prendre l'eau et à couler. L'équipage et les passagers ont été pris au dépourvu et nombre d'entre eux n'ont pas pu être évacués à temps. Au total, 1012 personnes ont péri dans la catastrophe, ce qui en fait l'une des pires collisions maritimes de l'histoire du Canada. Les efforts de sauvetage ont été entravés par une mauvaise visibilité et par le fait que de nombreux canaux de sauvetage étaient endommagés ou inutilisables. Seules 465 personnes ont survécu au naufrage, et nombre d'entre elles ont été secourues par le Storstad, qui était resté dans la zone malgré ses avaries. Le naufrage de l'Empress of Ireland a été une tragédie nationale au Canada et a conduit à des changements dans les règles de sécurité maritime et à la création d'une garde côtière. Le navire repose toujours au fond du fleuve Saint-Laurent, où il est devenu un site de plongée très prisé des passionnés. Autrefois un géant célèbre, c'était le plus grand navire de son époque. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 grands morceaux gisant au fond de l'océan, à environ 600 mètres l'un de l'autre, déchirés par la collision catastrophique et usés par le temps. La poupe du Titanic a été complètement détruite après avoir heurté le fond de l'océan. Mais on peut encore reconnaître la proue, car de nombreux intérieurs ont été préservés.
On trouve un type particulier de bactéries sur les rusticités du navire. Une rusticité est une formation brunâtre de rouille qui se forme sous l'eau lorsque le fer forgé dont est fait le navire s'oxyde. Cela signifie que les bactéries mangent petit à petit le fer de la coque du Titanic. Et il semble qu'elles auront terminé leur repas d'ici 2030, si bien que l'épave disparaîtra à jamais plus tôt que prévu. On pourrait croire qu'il serait plus facile de sortir l'épave de l'eau pour pouvoir la conserver, mais elle tomberait en miettes si on essayait de le faire. Cela fait plus de 110 ans qu'elle est sous l'eau, et elle est tellement rouillée qu'on ne pourrait pas en reconstruire les morceaux, même si on parvenait à les sortir des profondeurs de l'océan. À ton avis, parmi les 700 personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic, y en a-t-il qui ont entendu le Titanic heurter le fond de l'océan? Après tout, le plus grand navire jamais construit jusqu'alors a littéralement sombré sous leurs yeux. Il se trouve que le son n'a probablement pas voyagé de l'eau à l'air. On n'entend pas très bien dans l'eau car notre corps n'est pas conçu pour percevoir les sons dans un tel environnement. Et bien que les passagers aient été proches du lieu du naufrage, le Titanic a tout de même touché le fond à une grande profondeur, 3800 mètres. Il y a beaucoup de glissements de terrain et de tremblements de terre sous-marins que nous ne pouvons même pas entendre. Et pourtant, ils font beaucoup plus de bruit qu'un simple navire qui s'écrase au fond de l'océan. La plupart des vibrations et des sons ont dû se disperser sur une vaste zone. En outre, le souffle de l'eau, dont beaucoup pensent qu'il a frappé le Titanic après qu'il a touché le fond de l'océan, a dû repousser la majorité des vibrations acoustiques potentielles. Et puis, le fond de l'océan n'est pas d'une dureté telle qu'il puisse produire des sons aussi forts. De nombreux survivants ont affirmé avoir entendu des bruits terrifiants au moment où le Titanic se brisait, mais aucun n'a mentionné avoir entendu quoi que ce soit après que le navire a disparu sous la surface de l'eau. Certains survivants ont raconté le chaos qui régnait lorsque les passagers, principalement des femmes et des enfants, montaient dans les canots de sauvetage. Il n'y avait pas assez de canots, et certains n'étaient même pas remplis à pleine capacité. Personne ne savait comment réagir correctement dans une telle situation. L'exercice d'embarcation de sauvetage avait été prévu pour le matin précédant la collision du Titanic avec l'iceberg, mais pour une raison inconnue, il a été annulé. Un paquebot géant que tout le monde croit insubmersible traverse l'océan. En chemin, il heurte un iceberg et coule. On connaît tous l'histoire. Mais ce qui est effrayant, c'est que c'est aussi l'intrigue de l'épave du Titan, un roman publié en 1898, 14 ans avant que le Titanic ne coule ou même qu'il ne soit construit. Dans le roman, le Titan, dont le nom est d'une justesse effrayante, n'avait pas assez de gilets de sauvetage, de vestes et de canots pour tous les passagers à bord. C'était aussi le plus grand navire de l'époque, d'une taille presque identique à celle du Titanic. Le Titan et le Titanic ont tous deux coulé en avril. Dorothy Gibson était une actrice américaine de films muets et l'une des passagères du Titanic. Elle a survécu à la catastrophe. Dès son arrivée à New York, elle a commencé à tourner « Sauvée du Titanic ». Le film est sorti 1 mois seulement après le naufrage du navire. Dorothy portait même les mêmes chaussures et vêtements que ceux qu'elle avait portés lorsqu'elle était sur le bateau. Le film a eu du succès, mais la pellicule a été détruite dans un incendie et il n'existe plus que dans les mémoires, comme Jack Dawson. Le Titanic n'était pas seul à voguer dans l'océan froid près de l'iceberg qui l'a heurté. Le SS Californian était relativement proche. Mais sa radio était éteinte cette nuit-là. À un moment donné, les membres de l'équipage ont remarqué de mystérieuses lumières dans le ciel. Ils sont tout de suite allés réveiller leur capitaine pour le prévenir, mais celui-ci n'a donné aucun ordre. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un simple feu d'artifice. Ils n'ont pas réalisé qu'il s'agissait en fait d'un appel à l'aide. Les fusées éclairantes que les membres de l'équipage du Titanic avaient lancées dans le ciel, espérant que quelqu'un les remarquerait. Lorsque le SS Californian a reçu les messages SOS, il était déjà trop tard. Selon certains, la pleine lune serait à l'origine de la collision entre l'iceberg et le gigantesque navire. Elle a pu provoquer des marées anormalement fortes qui ont finalement envoyé plusieurs icebergs vers le sud, juste au moment où le Titanic traversait la zone. Oserais-tu goûter le fromage du Titanic ? L'épave est sous la surface de l'océan depuis plus de 100 ans et il a fallu plus de 70 ans pour la trouver. Entre-temps, la plupart des aliments qui avaient coulé avec le navire se sont bien sûr gâtés. Mais il est possible qu'il en reste encore. Certains aliments sont protégés contre la décomposition, comme par exemple le fromage.
Les microbes qui transforment le lait en fromage créent des conditions spéciales pour protéger le produit de la dégradation. De même, plusieurs objets ont survécu au naufrage, comme par exemple cette lettre manuscrite écrite par une mère et sa fille à la grand-mère de cette dernière, dans laquelle elle raconte l'incroyable voyage qu'elles ont fait ensemble. La lettre a été conservée depuis plus de 100 ans et vendue aux enchères. Une paire de gants en coton blanc abîmés a été retrouvée dans l'épave. Les musiciens du Titanic ont joué jusqu'au dernier moment. Des partitions et un vieux violon ont été retrouvés dans l'épave. De même que la cloche que l'un des membres de l'équipage a fait sonner 3 fois pour avertir qu'un iceberg était très proche. Ou encore une montre à gousset qui s'est arrêtée à 1h45, heure à laquelle le navire a sombré dans l'eau. Une seule personne aurait peut-être pu changer le destin du Titanic. David Blair était un homme plutôt chanceux. Il était censé prendre la place du second officier du Titanic, mais il a été retiré de l'équipage au dernier moment, ce qui lui a sauvé la vie. C'était une grande chance pour lui, mais quelque chose est venu troubler sa joie. Et s'il était la seule personne qui aurait pu faire quelque chose pour sauver le navire et les passagers? À l'époque, les navires ne disposaient pas d'une technologie aussi sophistiquée qu'aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas voir une menace à l'horizon. Les jumelles étaient très utiles, mais les membres de l'équipage du Titanic n'avaient pas accès à la pièce où elles étaient conservées. David Blair était le responsable des clés. Il a quitté le navire précipitamment et a oublié de rendre les clés qui se trouvaient dans sa poche. Peut-être que si les membres de l'équipage avaient eu accès aux jumelles, ils auraient vu l'iceberg à temps et auraient eu le temps de changer de cap. Il est possible que l'iceberg géant qui a envoyé le Titanic au fond de l'océan ait été constitué de neige tombée dans le sud-ouest du Groenland. Les scientifiques ont même utilisé un modèle informatique pour calculer les trajectoires de l'iceberg au cours d'une année donnée en tenant compte des courants océaniques et des relevés météorologiques de l'année en question. Il est possible que l'iceberg ait mesuré 520 mètres de long et pesé environ 75 tonnes. Lorsqu'il est entré en collision avec le Titanic, il ne pesait plus que 1,5 tonnes. Violette Constance Jessop a été surnommée Miss Insubmersible. Elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle a rejoint l'équipage du Titanic en tant qu'hôtesse. Lors de la nuit tragique où le navire a heurté l'iceberg, elle était couchée dans son lit. Dès qu'elle a entendu que quelque chose se passait, elle s'est habillée et s'est rapidement rendue sur le pont. Violette a aidé les passagers à monter dans les canots de sauvetage. 4 ans plus tard, elle était sur le Britannic, le navire jumeau du Titanic. Une fois de plus, le navire commence à couler. Non seulement la femme a survécu à un nouvel accident, mais elle a également aidé d'autres personnes à s'échapper du navire avant qu'il ne disparaisse sous la surface.